Alors, vous allez nous parler comment innover auprès des nouvelles générations. C'est vrai que c'est un sujet important. Voilà, bonjour à tous. Alors, on parle de millennials. Bon, pardon pour cet anglicisme, mais il y a une raison pour parler de millennials. Je vais juste rappeler l'origine de ce terme et qui sont les millennials. Alors d'abord, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par des Américains, deux historiens américains qui, à la fin des années 90, c'était des historiens spécialistes des générations et qui ont identifié une nouvelle génération qui allait, ont-ils dit, transformer le visage de l'Amérique. Pourquoi ? Parce que c'était une génération qui allait être portée par les technologies et c'est une génération qui, concrètement, a accompagné la diffusion d'Internet, les différentes révolutions dont on a parlé ce matin, et évidemment l'irruption du smartphone dans la vie de tous les jours. Donc on va parler des milléniaux, je pense que c'est une question importante. Je ne vais pas rentrer dans ce qui les caractérise en général, parce que je pense que, il existe de nombreuses études sur le sujet. Simplement, aujourd'hui, on va s'intéresser à leur alimentation. Est-ce que finalement, il y a une manière millennials de s'alimenter ? Ça va être le sujet. Alors, petite précision, on va parler des jeunes Français. On va se concentrer sur cette génération, cette nouvelle génération. Pour Vitagora, on a conduit une enquête en plusieurs temps. D'abord, on a évidemment essayé de quantifier les comportements de cette population-là, notamment en la comparant au reste de la population, pour voir ce qui était spécifique ou pas dans leur manière de s'alimenter, dans leur représentation, dans leur imaginaire, dans leurs habitudes. Ensuite, on a focalisé sur un certain nombre d'entre eux pour essayer d'aller plus loin, pour explorer ce qu'il y avait derrière les comportements qu'on pouvait identifier, la façon dont ils pensent leur alimentation, dont ils se projettent, quelles sont leurs préférences, leurs besoins. Et puis enfin, on a fait aussi une veille, cette fois-ci internationale, de toutes les innovations qui, depuis un an à peu près, un an et demi, ont émergé pour s'adresser à cette génération, en tout cas qui ciblent en priorité cette génération. Et d'ailleurs, on a testé une partie de ces innovations auprès des jeunes, et ça sera intéressant, je partagerai avec vous quelques résultats, parce qu'on voit que finalement, les millennials ne sont pas toujours ceux qu'on croit, et n'adoptent pas nécessairement tout ce qu'on leur propose. Et ça sera intéressant, parce que ça sera pour nous l'occasion de tirer un certain nombre de conclusions. Alors, première chose que je voudrais rappeler, parce qu'on fait souvent la confusion quand on parle aujourd'hui des jeunes, on confond souvent la génération et l'âge. C'est-à-dire qu'on prend pour un effet de génération qui est simplement un effet d'âge. Et il faut rappeler que la plupart des individus passent à travers un certain nombre d'étapes dans leur vie et que la génération qui nous intéresse, c'est la génération qui est dans sa phase de jeunesse, alors qui est multiforme bien évidemment, mais qui se caractérise par rapport aux autres étapes de vie par une recherche d'intensité qui est extrêmement forte. C'est une période de la vie où globalement on sort beaucoup, on fait beaucoup la fête, on est beaucoup dans un registre mobile, rapide, très souvent on a envie de gagner du temps, on ne supporte pas, on a parlé tout à l'heure des micro-moments, voilà, une génération qui, dès qu'elle a un micro-moment, essaye de tuer le temps. Mais ensuite, quand vient le temps de fonder une famille, de s'installer, de travailler, etc., bien, évidemment les besoins évoluent, les attentes évoluent, les valeurs évoluent. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'on passe à travers, on devient adulte, on est plus attaché à la qualité de vie, on a une famille en général pour beaucoup d'entre eux à entretenir, et ainsi de suite. Ensuite, on est plutôt en recherche de bien-être quand on a accompli un certain nombre de choses, on a envie de prendre du temps, on n'est plus dans l'accélération, on est au contraire dans le ralentissement, dans la slow life. Et puis, vient un moment où les considérations de santé sont importantes et évidemment, tout ça se traduit d'une manière ou d'une autre sur la manière de s'alimenter, sur la manière de se comporter. Je rappelle ça parce que c'est important de ne pas faire l'erreur de croire que ce qui serait spécifique à cette génération est en réalité simplement ce qu'on a tous connu, ce que connaîtront chaque individu à un moment de leur vie, qui est la jeunesse. Alors, quand on parle d'alimentation et quand on essaie de regarder un petit peu les comportements spécifiques de cette population, d'abord, sans surprise, c'est une génération qui passe beaucoup de temps devant les écrans et qui est beaucoup sur une consommation rapide. Donc 82% d'entre eux sautent des repas, grignotent. Donc la culture du snacking est extrêmement forte à ce moment-là, mais c'est lié là encore à un mode de vie. Ils sortent beaucoup, ils ont peu de temps, etc. La plupart mangent devant un écran, que ce soit celui de leur télévision ou de plus en plus celui de leur smartphone ou de leur ordinateur. Et puis la moitié d'entre eux
mangent en situation de mobilité. Donc on est là face à une population évidemment extrêmement importante pour l'innovation alimentaire parce que c'est une population qui se caractérise par des comportements alors qu'on retrouve évidemment dans le reste de la population, mais qui est très marqué à cette étape de la vie. Ensuite, il y a les attentes derrière tout ça, c'est pratique et rapide. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié en particulier à leur étape de vie. Donc c'est vrai qu'ils sont derrière aujourd'hui la livraison, on en a parlé un petit peu ce matin, mais la livraison à domicile est de plus en plus, ou sur le lieu de travail d'ailleurs, est de plus en plus répandue. Et c'est vrai que les jeunes actifs urbains sont aujourd'hui parmi les premières clientèles de ce type de service. Et puis on n'a plus envie de préparer, on n'a pas envie de préparer à ce moment-là de sa vie, donc on est plutôt dans une prime au rapide. Les food trucks qui se sont multipliés ces dernières années, là aussi on trouvait un public naturel dans cette génération, pour les raisons que je viens de dire, parce que c'est simple, parce que ça s'emporte facilement, parce qu'il y a aussi probablement un aspect un peu fun qui répond bien à cette génération. Alors, autre point important, quand on parle d'innovation alimentaire auprès de cette génération, depuis 2008, vous le savez, le consommateur en général est devenu extrêmement attentif au prix. Il fait des arbitrages, il est très prudent dans sa manière très rationnel. Eh bien, cette tendance n'échappe évidemment pas à la jeune génération. Elle est même encore plus marquée. C'est lié évidemment à des arbitrages entre technologie, alimentation, sorties culturelles, etc. Donc c'est vrai que quand on innove auprès de cette génération, il faut toujours avoir ce point en tête, l'importance de l'accessibilité du prix. Alors, ce qui est caractéristique de cette génération, et c'est important, c'est les excès. On aime, alors il y a les excès alcooliques, il y a les excès alimentaires, la goinfrerie qui est particulièrement répandue à cet âge-là. Beaucoup nous ont dit, je ne fais pas attention, par ailleurs je fais du sport, donc parfois je me laisse aller. Et ce sont des comportements qui sont très importants. Mais là, on peut se dire finalement que c'est encore une fois un effet de l'étape de vie. On est à un moment où on a envie de toute façon de rompre avec les règles qu'on a connues quand on était dans sa famille. On a envie d'essayer, d'expérimenter. Il y a des choses quand même qui sont particulières quand on creuse un peu le sujet. D'abord, et ça c'est important, là on est dans un phénomène de génération et plus dans un effet d'âge. On pourrait appeler les millennials en France la génération PNNS. Pourquoi ? Parce que depuis son plus jeune âge, elle entend régulièrement des messages l'incitant à bouger, à manger 5 fruits et légumes par jour, à boire de l'eau, etc. Enfin, tous ces messages leur sont naturels et en quelque sorte, ils les ont intériorisés au fil du temps. De sorte que quand ensuite on les interroge, regardez par exemple un certain nombre de leurs déclarations parmi plein d'autres, eh bien, on va retrouver cet aspect très prudent qui peut parfois être un peu paradoxal ou surprenant venant de la jeune génération. Mais voilà, il y a des interdits. Je regarde la composition, qui sont plutôt des attitudes qu'on retrouve plutôt chez les plus seniors. Je fais attention à éviter le sucré et le salé. Je fais très attention. Le côté on nous empoisonne également, cette suspicion qu'on va retrouver sur l'alimentaire. Vous voyez, toutes ces attitudes qu'on prêterait plutôt à des générations plus installées, plus âgées, en fait, on les retrouve sur cette génération-là en particulier. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle les a intégrées et qu'en quelque sorte, c'est devenu une seconde nature. Ça, je pense que c'est un élément important et ça donne lieu à un phénomène assez frappant. Le phénomène de compensation. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait, évidemment. Et à cet âge-là, l'écart est maximal entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'on respecte un certain nombre de règles. Dans la réalité, on passe son temps à les défier, en tout cas à ne pas les respecter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tout à fait conscients de ça. Il y a une sorte de schizophrénie spontanée chez eux. C'est qu'ils voient bien que d'un côté, ils ont envie de se goinfrer, ils ont envie de faire des excès, ils ont envie de se faire plaisir. Et de l'autre, on leur a mis toutes ces idées dans la tête, toutes ces règles, et donc leur façon de jouer cela, c'est ça, c'est chaque excès exige compensation. Donc on a deux tendances qui montent chez les jeunes aujourd'hui, le sport, et on le voit nous dans les courbes qu'on mesure, et en même temps cette tendance à l'excès. Pourquoi ? Parce que l'un justifie l'autre, ou l'un permet de limiter la casse, de limiter les excès. Donc là, je pense qu'on est face à un phénomène de génération intéressant, qui est lié aussi à l'offre très abondante et à la démultiplication des points de contact et des possibilités de s'alimenter.
Alors, dans cette génération également, la minceur reste un idéal. Alors, pas nécessairement pour toute la génération, mais une grande partie font attention à leur alimentation dans un objectif précis qui est celui de rester mince, avec deux bénéfices en général qui sont les plus importants, l'esthétique et la santé. L'esthétique et santé, de ce point de vue-là, sont totalement réconciliés. Alors, on en a parlé ce matin, c'est intéressant. Est-ce que cette génération qui est tellement digitale par plein d'aspects dans sa consommation musicale, dans sa consommation médiatique, etc., est-ce qu'elle l'est également sur le plan alimentaire? Ce qu'on observe clairement, c'est qu'on est loin du compte. Alors, j'ai précisé, on est sur un cas français. Il est évident que le même exercice aux États-Unis serait probablement un peu différent. Mais pour l'instant, seule une petite minorité dit surveiller son alimentation via une application sur smartphone ou tablette. Et c'est un chiffre qui n'augmente pas, qui n'évolue pas ces dernières années. L'idée monte progressivement, mais c'est encore considéré un peu comme un gadget. Néanmoins, il ne faut pas nécessairement conclure que dans quelques années, ce marché-là ne va pas se développer. C'est simplement que à ce moment-là de leur étape de vie, ils n'en consentent pas vraiment le besoin. En revanche, comme c'est une génération qui est largement habituée à utiliser les applications, il est tout à fait probable que dans quelques années, quand des problèmes de santé réels ou quand le souci de l'alimentation va venir, eh bien, ils se tourneront naturellement vers ces options. Et là, on voit juste que ça ne les concerne pas pour l'instant. Alors, point intéressant, c'est une génération aussi qui est qui a une attitude ambivalente vis-à-vis du bio, mais qui est très pro-local. C'est intéressant parce que pour eux, finalement, le local, c'est le nouveau bio. C'est une population qui est surinformée, qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui a plutôt eu tendance à cultiver une méfiance. Et le bio, pour eux, c'est pas tout à fait clair, on n'est jamais vraiment sûr. Il y a beaucoup d'appellations différentes, de labels, etc. Donc ils ont plutôt tendance à être critiques et suspicieux par rapport au bio. En revanche, le local, le contact direct avec un producteur, le fait d'aller sur les marchés découvrir des produits exotiques, etc. Il y a clairement un engouement, en tout cas déclaratif, parce qu'après, évidemment, je les ai décrits dans la vie quotidienne, ils n'ont pas nécessairement le temps d'aller, ni les moyens, mais en tout cas dans leur représentation des choses, aujourd'hui le local c'est vraiment une valeur sûre. Ce qui veut dire évidemment, si on se projette dans les années qui viennent, le local est vraiment un driver important pour eux, mais c'est aussi quelque chose probablement vers lequel ils vont se tourner dans les années qui viennent. Alors dernier point, quand on parle d'étape de vie, je vous ai parlé de l'étape de vie de la jeunesse par rapport aux autres étapes de vie. À l'intérieur de la jeunesse, il y a différentes étapes. En fait, il y en a 3 et il est intéressant de les décomposer. Bon, il y a la première, c'est vous êtes encore ado ou jeune étudiant, vous habitez encore chez vos parents et vous êtes tributaire des règles alimentaires qui prévalent dans le foyer. Donc en général, la présence de la famille limite la casse. Ensuite, vous avez cette grande période de liberté pour ceux qui commencent à travailler, qui commencent à être indépendants, pour ceux qui commencent des études. Et là, on est vraiment, là, tous les focus group qu'on a fait avec les jeunes nous l'ont montré, on mange ce qui était interdit, alors en général, on zappe les légumes, et la conséquence de tout ça, c'est qu'on prend du poids progressivement. Alors, il y a un moment donné où on réalise qu'on a pris ce poids-là, que la liberté, c'est bien beau, mais à un moment donné, ça pèse lourd. Et donc, il y a une troisième étape, et cette étape est très importante pour les industriels et d'une manière générale pour les acteurs de l'alimentaire, c'est ce moment où on se reprend, c'est-à-dire qu'on prend conscience, alors on peut prendre conscience quand on se met en couple, mais on prend conscience que quelque chose ne va pas, qu'on est allé un peu à la dérive et qu'il faut se reprendre, se renseigner, se recadrer, etc. Et ce moment-là est clé. Pourquoi ? Parce que, c'est un moment où on a besoin d'être accompagné, c'est un moment où on a besoin d'être conseillé, on a besoin d'aide, en fait, on appelle à l'aide. Et là, on a besoin vraiment de recommandations. Et puis surtout, c'est un moment où on est ouvert à l'innovation, celle qui va nous permettre de réconcilier ce qu'on a vu tout à l'heure, les aspirations aux pratiques, les aspirations rapides, et en même temps, une certaine notion d'équilibre, une préoccupation qui commence à poindre et qui est d'autant plus importante que, comme je vous l'ai dit, c'est la génération PNNS. Donc elle a ça en arrière-fond de sa tête. Alors, le deuxième point important, on a affaire à une nouvelle génération dans un pays où la culture alimentaire est très forte. Et cette culture alimentaire continue à se transmettre. Alors, je vais passer rapidement sur les grosses tendances que vous connaissez. C'est vrai que quand vous prenez les 30 dernières années ou les 20 dernières années, on est globalement en France, même si la règle des 3 repas tient bon, quand même dans un mouvement de déstructuration. Et de même, on est aussi dans un mouvement
d'individualisation, c'est-à-dire que les repas, par exemple dans les familles, sont de plus en plus marqués par une certaine individualisation. Ça ne mange pas nécessairement toujours la même chose, ça reste majoritaire, mais quand vous regardez les chiffres à l'écran, vous voyez que ça baisse au fil du temps. Ce qui est important, et je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on parle des millennials, donc une génération 2, 3, 4.0, c'est que dans leur tête, le rituel alimentaire traditionnel est extrêmement important. Il n'y a aucune différence entre la façon dont ils perçoivent l'importance de la régularité des repas et le reste de la population. Et il y a aussi cet attachement à un modèle où on mange tous. Il y a ce modèle convivial à la française qui reste très fort. 81%, c'est des chiffres extrêmement forts. Ça veut dire qu'il y a un modèle alimentaire qui a été fortement intériorisé et qui est une sorte de bagage culturel qu'ils vont évidemment avoir tout au long de leur vie. Autre point important, j'ai parlé de génération PNNS, mais c'est aussi la génération qui a grandi avec les grands chefs starisés, les Jamie Oliver, les Cyril Lignac et compagnie, qui a grandi aussi avec les émissions de télévision. Ça fait une quinzaine d'années que de plus en plus, ces émissions mettent à l'honneur la cuisine créative, la cuisine loisir, la cuisine plaisir, etc. Et donc c'est une génération qui, si elle n'a pas le temps en semaine de se préparer à manger, en revanche, aime encore aujourd'hui passer du temps, prendre du plaisir dans les temps de loisirs à la cuisine. Et puis on a parlé ce matin de flexitarianisme. C'est probablement effectivement là aussi un phénomène, là pour le coup, de génération, où on a de plus en plus de jeunes qui se revendiquent végétariens. En réalité, ils le sont à moitié, mais il y a dans cette génération clairement un imaginaire qui est beaucoup plus imprégné de l'idée qu'il faut manger moins de viande. Et puis il y a un point important, qu'il faut rappeler, c'est qu'ils sont très critiques. Ils sont très critiques par rapport aux marques en général, par rapport notamment dans l'alimentaire à l'exploitation du thème de la santé par les marques. Et puis ils sont, comme d'ailleurs la plupart des Français, et de ce point de vue-là, ils se distinguent pas vraiment, ils ont du mal à faire confiance aux marques par rapport à, par exemple, la composition des produits. Ils sont toujours assez suspicieux. Donc on est aussi face à une génération qui reste très méfiante, alors qui est d'autant plus méfiante qu'elle a une culture assez innée du marketing. En fait, elle sait très bien tout ce que l'on fait pour l'exploiter en tant que cible. Alors, et dernier point que je voudrais aussi ajouter, c'est l'importance du cash, du direct, du discours cash et direct. On est face à une génération qui n'a pas envie qu'on lui raconte des histoires, qui aime bien les marques. Par exemple, ils disent McDonald's, on sait à peu près ce que c'est, ça fait le job, donc on n'est pas trompé, alors qu'il y a plein de restos qui nous trompent en nous vendant du surgelé. Ils sont très, très critiques par rapport à ça. Pour eux, l'essentiel, c'est que le contrat soit clair, c'est que ce que j'achète, le rapport qualité-prix soit clair, et donc ils sont clairement dans cette optique-là. Alors, je vous ai dit qu'on a fait une sorte de veille internationale de toutes les innovations qui s'adressaient en particulier à cette génération. Je vais juste voir avec vous certaines des innovations qu'on a testées et voir celles qui ont bien marché. Celle-là, ça fait partie de celles qui ont bien marché. Pourquoi ? Parce que, alors c'est la génération hamburger. Pour eux, le hamburger, c'est presque un plat national aujourd'hui en France. Il y en a partout. Et évidemment, tout ce qui permet d'innover, d'apporter des saveurs supplémentaires, d'hybrider des cultures, de fusionner, ça a été très bien reçu. C'est très bien reçu, ça permet de donner du goût. Voilà, ça, c'est un burger mi-américain, mi-asiatique. Donc ça, c'est très bien. Hybridation, burger. Autre produit qui est à leur faveur, le chocolat, mais qui est sans sucre. Et qui permet donc de manger du chocolat, du plaisir, tout en ne se sentant pas coupable, l'absence de culpabilité. Donc là, c'est aussi, en tout cas, on est tenté par ça. Il y a le chocolat, alors ils nous ont parlé du packaging également, mais l'idée qu'il n'y ait pas de sucre, mais que ça reste un produit chocolaté, quelque chose de très positif. Alors, évidemment, parmi les concepts qu'ils adorent à l'heure actuelle, c'est évidemment toutes les livraisons à domicile ou sur le lieu de travail, comme Deliveroo, Foodora, etc. C'est pratique, c'est rapide. On sait d'où ça vient, puisque c'est en général à l'échelle d'un quartier qu'on peut choisir son restaurant. Et puis, il y a même l'argument écologique qui peut jouer, puisque le côté vélo, finalement, c'est reconnu comme quelque chose de positif. Voilà des concepts qui marchent pour différentes raisons auprès des jeunes. Alors, il y a ce qui ne marche pas du tout, en tout cas chez les millennials à la française, la bière énergétique. La bière énergétique, on ne comprend pas. D'abord, c'est enrichi. C'est incohérent parce qu'une bière, c'est le plaisir, c'est pas le sport. Donc, il y a quelque chose de... Il y a
il y a une extension de l'imaginaire et des bénéfices qui paraît tout à fait incohérente. Donc là, ça a été rejeté comme non convivial, c'est quelque chose d'assez artificiel. Autre, alors ça c'est plus surprenant mais intéressant aussi, là c'est un concept de commande en ligne où on récupère son menu via des box comme vous voyez à l'écran, donc il n'y a pas du tout de contact humain, vous ne voyez jamais un vendeur, un conseiller, etc. Alors le but, enfin l'idée c'est que ça aille vite évidemment, que ça vous rende vite service, mais ça a été pas mal rejeté. Pourquoi ? Parce que ça a l'air de... Ça manque d'humanité, ça manque de convivialité. Ok, ça fait gagner du temps, mais... Alors, sur ce point-là, j'ajouterai une petite digression, c'est que d'un côté, ils sont assez critiques quand ils voient ce genre de concept. De l'autre, quand on regarde à quelle vitesse les McDonald's ont mis en place leurs bornes automatiques avec succès, on voit qu'il y a aussi parfois un double discours. C'est-à-dire que confrontés à la situation, leur impatience les pousse naturellement à aller vers ces concepts, mais quand on leur présente ce concept comme ça, a priori, ils sont plutôt méfiants. Alors ensuite, on a eu des concepts où ils se sont montrés réservés, par exemple là, un concept de Lituanie, un mélange liquide mais ultra consistant qui permet en gros de se substituer à un repas. C'est pratique, ça permet d'être transporté, etc. Bon, là, ça ne rentre pas dans les habitudes. Ok, pourquoi pas, mais il faut que ça reste exceptionnel. Ça fait un peu astronaute. Donc là encore, toujours le côté... voilà, je veux bien y goûter, mais bon, plutôt tiède. Et puis, là, c'était pour tester un objet connecté. Là aussi, on retrouve un petit peu les réactions par rapport aux objets connectés. C'est stylé, mais ça fait peur. Il y a un côté anxiogène en réalité. On reconnaît que ça peut être utile, mais plutôt pour des gens qui ont des problèmes spécifiques. Quand ça s'applique à soi-même, on est plutôt sceptique. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit extrait de quelques innovations qu'on a pu tester. On en a fait bien d'autres dans notre recherche. Mais celle-là vous donne une idée déjà de produits qui sont plus ou moins rejetés par les jeunes. Ah oui, on en a parlé ce matin et on l'a testé, le fameux burger à base de plantes. Très méfiant en France. Pourquoi ? Parce qu'on imagine qu'il y a des manipulations, ça a l'air synthétique, alors même que c'est présenté comme naturel. Il y a cette méfiance a priori. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on avait en tête. Donc c'est plutôt rejeté. Ce qui est un peu paradoxal, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'ils étaient plutôt vocation à réduire leur consommation de temps. Alors pour finir, quelques conclusions sur comment on peut, quelles sont les pistes qu'il faut suivre pour séduire les millennials, quelles sont les pistes d'innovation. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les pistes qu'on a pu identifier, je vais vous en proposer 5 rapidement, qui sont celles qui sont clairement importantes pour cibler les millennials. D'abord, évidemment, les produits plaisir. Il y a chez cette génération une impatience, une lassitude qui vient vite quand il n'y a pas assez de renouvellement, donc la variété, mais évidemment sans faire du mal à la santé, la découverte de nouvelles saveurs. On est face à une génération qui est très ouverte par rapport à ça, qui a été largement acculturée à ça, et puis la notion de convivialité. On a vu tout à l'heure que certaines innovations sont rejetées parce qu'elles sont considérées comme pas assez conviviales. Donc tout ce qui est produits gourmands, produits inspirés de cultures étrangères, il y a encore beaucoup à découvrir et à proposer. Les mélanges de saveurs, tout ça, c'est évidemment une piste forte, qui reste forte. En soi, elle n'est pas neuve, mais elle reste très importante. Autre piste évidente, mais qui est liée à cette étape de vie, au-delà de la génération, le côté flemmard, comme on nous dit, pour répondre à ça, pas de stress, pas besoin de réfléchir, tout en étant rassuré sur l'inacuité des habitudes alimentaires. On voit bien qu'on n'est pas prêt pour autant à se jeter dans n'importe quoi, mais il y a encore cette quête du Graal, ce qui est à la fois sain et rapide, donc des produits qui restent le plus proche possible des composantes naturelles ou des recettes naturelles, et évidemment des portions individuelles. Sur le plan de la communication, elle est très importante, je pense. On l'a vu, des individus qui ont besoin de discours clairs, cash, sans apparat. Ils ne veulent pas avoir le sentiment d'être trompés sur la marchandise, donc des produits le moins transformés possible, être transparent. Et c'est vrai que les marques qui jouent sur cette complicité ont plutôt un avantage par rapport à ça. Et puis des communications qui vont droit au but. Quatrième piste, intéressante, parce qu'on est là aussi dans une tendance qui commence à monter, des emballages minimalistes.
Pourquoi ? D'abord, c'est plus pratique, c'est plus simple, on ne s'embarrasse pas de choses qui prennent du temps, qui paraissent inutiles. Et puis quand même, on est face à une génération qui est plus sensibilisée que par le passé, par toutes ces problématiques écologiques. Donc moins d'emballage, de toute façon c'est une tendance aujourd'hui qui est un peu dans le sens de l'histoire, facile à manier, à transporter, à ranger, des emballages moins visibles, moins encombrants, ça aussi ça fait partie des pistes clairement identifiées. Et puis pour finir, évidemment, on est face à une génération qui passe son temps, en grande partie de son temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec un bénéfice, c'est la réponse immédiate. Et ça, c'est vraiment la bataille. On voit bien que la bataille aujourd'hui est une bataille sur la vitesse, l'immédiateté, pouvoir avoir tout de suite les conseils dont j'ai besoin, les idées dont je dois m'inspirer et les services qui me permettent de simplement vivre bien. C'est vraiment le cœur de leurs attentes. Voilà quelques pistes. Il y en a d'autres, évidemment, qu'on a identifiées, mais voilà celles qui nous paraissaient le plus important aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup, donc, je redis. Est-ce qu'il y a une question ? On a le temps pour une question. Qui souhaite la poser sur l'étude de cette génération ? Monsieur, on va vous donner un micro. Voilà, moi je suis professeur d'université, donc les milléniaux je connais. Et il me semble qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est que milléniaux, à mon avis, ça n'existe pas. C'est des gens en couple, ou qui ne sont pas en couple, ou qui ont des enfants. Vous avez parlé des gens jusqu'à 35 ans. Or, il me semble que une fille et un garçon qui sont ensemble et qui ont un enfant, ils sont plus milléniaux, ils sont parents, ils sont et là dans votre présentation, on a l'impression que ce sont comme des tatins, des gens asexués et des gens qui sont pas contradictoires. Donc je voudrais une réponse là-dessus parce que je crois que c'est important. La deuxième chose, c'est que vous citez beaucoup de gens. Moi, je suis très content de voir que on mange tous les jours la même chose au repas le soir. Et puis en même temps, diapo plus loin, on veut faire la cuisine justement parce qu'on ne veut pas manger la même chose. Moi, j'ai fait une enquête dans une université américaine où il y avait 3 restaurants ouverts 24 heures sur 24 et les enquêtes de satisfaction donnaient 80% de gens insatisfaits. Voilà. Donc je leur ai proposé un stage en Syrie, à l'époque où on bombardait. Mais en fait, le plus sérieusement, si vous voulez, la raison pour laquelle ils étaient insatisfaits, c'est précisément parce qu'il y avait une offre tellement abondante qu'ils ne savaient pas choisir et qu'à la fin, ils faisaient exactement comme les gens que vous avez cités, c'est-à-dire qu'ils vont vers le plus simple et vers le plus répétitif, c'est-à-dire la pizza, le hamburger, et ils ont l'impression de manger la même chose et ils condamnent le système. Donc, les citations, vous voyez, c'est compliqué parce que finalement, on peut faire dire un peu tout ce qu'on veut. Et puis la dernière chose, c'est que la cuisine, quand vous parlez de cuisine, le week-end, pour moi, la cuisine le week-end, c'est pas de la cuisine, c'est du loisir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand on va au marché et qu'on fait quelque chose pour les amis, c'est d'abord un loisir avec les enfants, l'offrande, quelque chose. Et à mon avis, il ne faut pas mélanger ça avec la cuisine de la semaine. Voilà. Merci beaucoup. Alors la première question, je suis d'accord avec vous, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit, c'est qu'il y a le millennials, effectivement, il passe à travers un certain nombre d'étapes. Alors je ne suis pas rentré dans le détail parce qu'il y a l'étape où il est encore dans le giron familial, il y a l'étape où il sort du giron familial, alors soit pour devenir étudiant, et là, il y a une autre étape, il est étudiant, il peut se mettre en couple, ou alors il va commencer à travailler, il est célibataire, et ensuite, il y a la mise en couple qui est un moment très important, et après, il y a la venue du premier enfant. Donc, vous avez tout à fait raison, à chaque fois, il change, entre guillemets, de case, et à chaque fois, il a des besoins qui changent, puisque quand il est seul, étudiant dans sa petite chambre, il n'a pas du tout le même rapport à l'alimentation que quelques années plus tard, quand il a son premier enfant. Alors, donc l'étape de vie est très importante, c'est pour ça que je l'ai rappelé. En revanche, je pense qu'il y a des effets de génération qui transcendent les étapes de vie, dont notamment, je pense, à une génération marquée, par exemple, par le Programme national nutrition santé, le PNNS. Et ça, je pense que c'est un fait de génération qui transcende l'étape de vie. Donc je pense qu'il faut prendre en considération les deux. Les étapes de vie, parce qu'à chaque fois, c'est des besoins différents. Par exemple, la naissance du premier enfant, très souvent, se caractérise sur le plan alimentaire chez les jeunes couples par soudainement un intérêt pour le bio, un intérêt sur l'innocuité des aliments, un intérêt pour la composition, donc un besoin d'éducation fort. Donc là, c'est lié à l'étape de vie. Et puis par ailleurs, il y a quand même globalement des phénomènes qui transcendent cela. Sur vos 2 autres commentaires, je pense que c'est plus des commentaires que des questions. Sur le deuxième, là je parle des jeunes Français, et c'est important.
Ce qui est important, c'est que je pense que les millennials à la française se distinguent par exemple des millennials à l'américaine, clairement. Pourquoi ? Parce qu'il y a en France un poids qui est celui de la culture alimentaire, qui est très important dans la façon dont les Français, jeunes ou moins jeunes, se définissent et qui se transmet de génération en génération. Et c'est la raison pour laquelle, sur un certain nombre de scores, on a, par exemple, par rapport aux objets connectés, on a des scores faibles parce que justement, on reste attaché à un modèle culturel fort. Merci beaucoup, Rémi Oudguéry. Merci à nouveau. Merci. Merci bien.